Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir à l'Université Paris-Dauphine PSL en tant que président de cette université, mais aussi économiste, assez intéressé par les problèmes de changement climatique, en tout cas de plus en plus intéressé. Et je vais vous dire deux mots sur la soirée qui est organisée aujourd'hui par l'Université Paris-Dauphine PSL et l'Université PSL. Dauphine étant membre fondateur de l'Université PSL, nous formons une communauté universitaire de recherche à laquelle nous sommes très fiers d'appartenir. Cette conférence est inscrite dans le cadre du cycle de rentrée de PSL et du programme Dauphine durable. Voilà, nous avons deux axes centraux en dehors de nos laboratoires de recherche, mais des axes transversaux qui sont Dauphine durable pour les histoires de changement climatique et de biodiversité. Et puis nous avons aussi un autre programme qui s'appelle Dauphine numérique, dans lequel nous déclinons l'interdisciplinarité entre intelligence artificielle et sciences de l'homme et de la société, avec toujours le même souci à Dauphine de la pluridisciplinarité, ou plutôt de la bidisciplinarité, de la rencontre de spécialisation avec des connaissances accumulées et non pas diluées. C'est important de dire ça parce que la pluridisciplinarité peut faire le pire et le meilleur. La lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité, c'est un axe stratégique donc majeur de l'Université Paris-Dauphine, PSL, dans son ensemble, et de sa politique RSU, responsabilité sociale universitaire, en portant un projet ambitieux centré sur la formation, la recherche et le fonctionnement global de l'université. La gouvernance que j'ai l'honneur de représenter ici, fortement engagée sur la politique RSU, avec un vice-président Didier Asselah, qui est Arnaud Mias, professeur de sociologie, qui est présent ici, deux délégués à l'égalité contre les discriminations et une déléguée à la responsabilité environnementale. Donc on a un programme joint entre lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité, mais aussi des problématiques d'égalité qui vont de pair avec ces questions fondamentales de changement climatique. Et depuis janvier 2022, nous avons eu le plaisir et aussi un peu la fierté d'avoir inauguré une nouvelle institution dans les universités, qui est un conseil environnemental et social. Et ce conseil environnemental et social, c'est vraiment nouveau. C'est une façon de créer un parlement de l'ensemble de notre communauté, allant des étudiants jusqu'aux professeurs, enseignants-chercheurs et personnel administratif, pour passer au crible de la problématique de la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité, toutes nos actions concrètes en termes de mobilité internationale, de voyage, de gestion, etc. Donc nous sommes très heureux de marier à la fois la recherche, la formation, mais aussi l'action en matière de lutte contre le changement climatique. Dauphine est ainsi labellisé DD et RS, développement durable et responsabilité sociale, depuis 2020 et mène une politique donc active en matière de responsabilité sociale, aussi bien en recherche qu'en formation. La recherche dauphinoise est en effet très présente sur les questions d'environnement et développement durable dans la plupart de nos laboratoires, en particulier en économie où nous avons une grande équipe d'énergie et de lutte contre le changement climatique. Elle se développe aussi dans le cadre pluridisciplinaire et transversal en associant l'ensemble des laboratoires à travers ce programme central qu'on appelle Dauphine durable. Alors, bien sûr, les travaux de ces enseignants-chercheurs en lien avec des professionnels en France et à l'international, ont un impact pas seulement en termes de recherche, de formation, mais aussi un impact sociétal, puisque l'engagement à travers l'action dans ces diverses natures est extrêmement forte et présente chez nos enseignants-chercheurs et chercheurs dans ces domaines. Et grâce à ces enseignements, l'université a créé un cours assez exceptionnel. C'est un cours obligatoire pour tous nos étudiants qu'on a eu l'occasion d'inaugurer hier sur les problématiques de changement climatique à travers des approches pluridisciplinaires, puisqu'on a une collègue, Dominique Méda, qui est sociologue, Ivar Ekland, qui est
mathématicien, Stéphanie Mongeon, économiste, et on a même un collègue physicien qui est spécialiste de ces questions, qui interviennent pour enseigner à nos étudiants de première année les questions fondamentales que sont les questions liées au changement climatique. Alors, la conférence aujourd'hui proposée permet de mieux connaître les dernières publications du GIEC, et cette conférence, évidemment, répond à cet objectif de mieux faire connaître les questions traitées à travers nos différents enseignements et nos recherches. Et je laisserai mon collègue à ma gauche, Christian Depertuis, présenter les invités, mais je voulais juste dire que les étudiants dauphinois sont présents aujourd'hui, j'en suis très heureux, mais aussi des étudiants qui sont tous de PSL finalement, c'est la même équipe de foot, pour un monde durable. Je les salue également. Et puis aussi des étudiants de notre CPES, qui sont aussi présents. Et c'est fait très grand plaisir d'avoir tous ces étudiants présents ici à la fois. Alain Fuchs, président de PSL, devrait arriver, ou pas, on verra. Sinon, je l'appellerai pour lui dire que c'est super bien passé et qu'on a vraiment qu'il a manqué quelque chose, j'en suis certain. Et cette conférence va être animée par mon collègue Christian Depertuis, qui est fondateur de notre chaire économie du climat, parce qu'on a une chaire, effectivement, qui rassemble toutes les disciplines, et à l'aval de la recherche va permettre de diffuser les résultats de cette recherche et de cette formation. Et évidemment, nous avons aussi plusieurs invités des établissements composantes de PSL, de l'ENS, des mines, mais aussi de l'association J'explique. J'explique, c'est un beau barbarisme. Qui est-ce qui dirige cette association? J'explique. Voilà. Et je laisse le soin à Christian, que je remercie vraiment beaucoup, parce qu'il a fait beaucoup avant l'heure sur les questions de changement climatique dans cette maison. Depuis très longtemps que je le connais, avec son bâton de maréchal, a expliqué que c'est important. Mais voilà, quand on est précurseur, on a à un moment donné la satisfaction de voir l'intérêt collectif porté sur ces sujets. Merci Christian, et merci aux organisateurs aussi de cette réunion. Merci beaucoup Helmut, je suis absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'honneur d'animer cette rencontre. Bon, moi j'ai attaqué le réchauffement climatique en économie en 2003, tu vois. Et à l'époque, avec Jean Jouzel, on avait l'impression d'être des ovnis dans cette université. Bon. Et à l'époque, j'avais essayé d'expliquer au président de l'époque ce que j'allais faire, et tout simplement, il n'avait pas compris, si tu veux. Tu vois. Bon. Donc, non, mais c'était même pas à la fac, c'était même pas encore à Dauphine PSL à l'époque. Donc vous voyez que vraiment, je pense que en cette rentrée, on voit combien l'eau a coulé sous les ponts. Et pourtant, malgré tout, toute la place que prennent les questions climatiques dans la société, je pense qu'on se rend compte souvent que cette problématique est insuffisamment comprise ou parfois mal comprise, parfois encore méconnue par une partie non négligeable de nos citoyens. Donc je trouve que c'est une excellente idée d'avoir convié cette réunion de rentrée. Je remercie chaleureusement Émilie Brémond, qui doit être à ma gauche, et Valérie Bouba, qui est en face, qui sont les deux personnes clés qui ont organisé cette conférence. Donc, merci beaucoup. Bon, moi, mon rôle essentiel, ça va être de passer les plats. Donc, je vais le faire avec beaucoup de plaisir, car nous aurons 3 interventions liminaires. La première, c'est le J'explique, qui va être présent. J'explique, c'est quoi? C'est une initiative qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an, je crois, par 3 étudiantes de PSL, dont 2 sont ici avec nous. Et je leur passerai la parole en premier, place aux jeunes,
pour présenter d'abord ce qu'elles font, qu'est-ce que le GIEC, et je leur poserai après 2 questions, non pas des questions pièges, hein, parce qu'on a un peu préparé ensemble, hein, sur qu'est-ce que le GIEC prévoit d'un côté en matière de température moyenne et de l'autre côté, quel est le rôle de l'océan. C'est bien ça, on est bien d'accord. Voilà, bon. Ensuite, je passerai à ma gauche la parole à Magali Regueza, qui est géographe. J'ai beaucoup de plaisir à introduire une géographe, car chaque fois que je parle d'adaptation au changement climatique, j'explique qu'il faut commencer par un double cours de géographie physique et de géographie humaine. Et donc, effectivement, Magali nous présentera ce qui concerne plus les questions d'impact et d'adaptation, de résilience aux impacts du réchauffement climatique. Et puis, on terminera la 3e présentation par, j'en perds même, Nadia Maizi, hein, qui est une spécialiste de la modélisation, en essayant de voir comment est-ce qu'on peut coupler des modèles économiques avec des modèles climatiques, qui nous présentera, elle, plus la 3e partie des rapports du GIEC sur les questions d'atténuation du réchauffement climatique. Je dis un mot, avant de passer la parole aux gens de J'explique, sur le GIEC quand même, et ses rapports d'évaluation. Le premier rapport d'évaluation du GIEC, qui est la première alerte du monde scientifique à l'égard du politique, c'est 1990. 1990, oui, c'était pas hier. Hein, bon. Et là, on en est au 6e rapport d'évaluation. Hein. Ces rapports d'évaluation comprennent toujours 3 rapports de groupe de travail. Le premier sur les bases scientifiques, le 2e sur les impacts et l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, et le 3e sur les stratégies de mitigation, d'atténuation du réchauffement climatique. Donc on reprend cette structure dans la présentation, et je dis tout de suite que le rapport de synthèse du GIEC n'est pas encore publié, il sera publié probablement d'ici la fin de l'année, on ne sait pas exactement quand, et notre travail aujourd'hui, c'est bien de présenter chacun des rapports, hein, et pas du tout de vouloir anticiper de quelque façon que ce soit sur ce que sera le rapport de synthèse. Mais le rapport de synthèse, par construction, va évidemment refléter le rapport des 3 groupes de travail. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, 3 présentations d'un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite, évidemment, débat, questions-réponses avec la salle. Comme vous êtes très nombreux, hein, je vous recommande de bien noter vos questions à l'avance, parce que je crains qu'il y ait un tout petit peu de bouchon à l'arrivée, et donc, sans doute, on fera les premiers présentés qui seront les mieux servis. Et sans plus attendre, je passe la parole aux 2 étudiantes qui sont ici, Anna Weines et Solange Kouadoux. Il y a une 3e, un compère qui n'est pas avec elle, qui est Myriam Besson. Ah oui, j'ai oublié de... Bon, bah, c'est pas grave, si tu le fais, c'est mieux, hein, parce que je vais réoublier après. Voilà. Bon, et donc, je crois qu'on commence avec Solange. Hein. Est-ce que vous pouvez juste, pour vos camarades, nous rappeler qu'est-ce que c'est que le GIEC? En 5 minutes 30, hein. Oui. Du coup, vous l'avez un peu expliqué, donc le GIEC, c'est l'acronyme français pour IPCC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc son but, c'est de faire un état de l'art un peu de la recherche scientifique à l'heure actuelle, afin d'en produire une synthèse qui soit utile pour la prise de décision, mais sans intention de dicter quoi faire. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a 6 rapports qui ont été écrits avec... à chaque fois un certain nombre d'années entre les différents rapports, donc entre 5 et 8 ans. Et donc il y a 3 groupes de travail. Un premier sur les sciences physiques de l'évolution du climat, un deuxième sur les conséquences, les vulnérabilités et les mesures d'adaptation, et un dernier groupe sur les mesures possibles d'atténuation au dérèglement climatique. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un réchauffement de l'atmosphère de plus 1,1 degré. Depuis la période pré-industrielle. Donc, quand on parle de période pré-industrielle, c'est aux alentours des années 1850. Et on observe aussi du coup des conséquences à ce dérèglement climatique, donc des conséquences à la fois climatiques et météorologiques, donc montée des eaux, une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes, que ce soit vagues de chaleur, pluies intenses, cyclones tropicaux. Je ne vais pas vous refaire l'été 2022. Et ce réchauffement est, si on en cite l'AR6, sans équivoque lié à l'influence humaine. Donc là, je cite l'AR6, mais en fait, on le sait depuis finalement le premier rapport et même avant. Ce qui a changé en fait entre le rapport numéro 1 et
Là, le rapport numéro 6, c'est juste les degrés de certitude, notamment en termes de quantification des processus et des chiffres, du coup, des prévisions. Donc, pour tout ce qui est gaz à effet de serre, les deux principaux gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, dont on entend beaucoup parler, et le méthane. Aujourd'hui, on est à plus de 410 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc, 410 ppm, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour certains, mais en gros, on a augmenté la quantité de CO2 dans l'atmosphère de 40% depuis du coup, l'ère pré-industrielle. Et ces émissions, elles sont principalement liées à la combustion des énergies fossiles, pour environ 90% maintenant, et à 10% pour le changement d'utilisation des terres. Merci beaucoup. On passe peut-être la parole à Anna sur les questions d'océan. Ah non, sur les questions de température. Oui. On reviendra après sur l'océan. Okay. Oui. Allez-y. Moi, je vais plutôt parler de comment le GIEC va tenter de faire le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et ensuite les prédictions de température. Donc, l'augmentation de la température va dépendre de plusieurs facteurs et notamment de combien on va continuer à émettre, est-ce qu'on va faire des émissions négatives et de combien, etc. Et donc le GIEC va tenter, grâce à ce qu'on appelle des scénarios, de mettre en lien ces émissions de gaz à effet de serre avec les prédictions de température. Et donc, jusqu'à la R5, donc le 5e rapport du GIEC, ces scénarios dont je viens de vous parler s'appelaient des RCP. Et ça a changé récemment pour le 6e rapport. Ces scénarios, maintenant, s'appellent des SSP. Et donc, la différence entre les RCP et les SSP, c'est que les RCP, ça se base sur, grosso modo, la quantité les émissions de gaz à effet de serre, tandis que les SSP, ce sont des modèles socio-économiques. Mais globalement, le principe reste le même, c'est-à-dire de faire le lien entre, de quantifier l'impact de nos décisions sur les prédictions futures de température notamment. Et donc, que disent il y avait donc pour les RCP, il y en avait 4 et maintenant il y a 5 SSP. Et donc, de combien la température va augmenter? C'est la grande question. Donc, si on prend l'échelle la plus grande, c'est-à-dire entre l'estimation la plus basse du scénario le plus optimiste et l'estimation la plus haute du scénario le plus pessimiste de l'AR6, donc les nouveaux chiffres, on a une fourchette entre 1 degré de réchauffement ou 5,7 degrés de réchauffement, et on parle en température moyenne annuelle de la Terre. Et pour être encore plus précise, on parle à l'horizon 2100, et on compte à partir de la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? C'est la grande question, et du coup, on va vous faire participer un petit peu. Je vais vous donner le contexte, et puis je vais vous poser une question. Donc le contexte, c'est que, comme vous savez sûrement, pendant l'histoire de la Terre, elle a subi une variation entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc là, on est dans une période interglaciaire. Et la température moyenne à la surface du globe est d'environ 15 degrés. La question, donc, c'est quelle était la température de la Terre lors de la dernière période glaciaire? Je vais vous donner un petit peu plus de contexte. Donc, le contexte, c'est à quoi ça pouvait ressembler. Donc, tout le nord de l'Europe était recouvert d'immenses calottes de glace de plusieurs kilomètres de hauteur. Et à Marseille, c'était globalement le climat de la Sibérie actuelle. Donc je vais juste vous demander de lever la main, tout le monde peut participer, sur la réponse qui vous paraît correcte.
Du coup, je répète la question, c'est quelle est la température moyenne de la Terre lors de la dernière période glaciaire, en sachant qu'aujourd'hui, la température moyenne de la Terre, c'est d'environ 15 degrés. Du coup, je vais vous proposer les réponses. Moins 20 degrés, moins 10 degrés, 0 degrés ou 10 degrés. D'accord ? Allez, on commence. Moins 20 degrés, levez la main. Moins 20 degrés. Moins 20 degrés. Bon, on va dire, ça fait 3% à peu près. Moins 10 degrés. Moins 10 degrés. Moins 10 degrés, Il y a beaucoup plus de personnes. Okay. 0 degrés. 0. Un peu moins. 10 degrés. 10 degrés. Ah. Pas mal. Bon. Ok, bon, la réponse c'était 10 degrés. Bravo à celles et ceux qui ont réussi. Bon, donc excellent test. Bien sûr. Même nous, Solange et moi, on n'avait pas la réponse quand on a posé la première fois la question. Donc bravo. Mais ça veut dire qu'avec 5 degrés de différence, hein, vous n'avez plus d'eau entre l'actuelle Angleterre et le continent européen. Oui, exactement. Donc les différences. C'est pas des petites modifications. Bon. Les différences. Vous avez terminé ou pas? Non. Il faut terminer. Hein. Oui. Allez-y. Oui. Comme vous avez vu, les différences sont très très palpables. Et donc c'est pour ça qu'on dit que chaque dixième de degré compte. C'est parce que à 0,1 degré de différence, on voit que les différences sur le globe peuvent être assez palpables. Merci beaucoup. On a un tout petit peu de temps pour parler de l'océan. Du coup, pour parler rapidement de l'océan, dans le contexte, je précise qu'elle est doctorante en océanographie quand même. Du coup, l'océan, c'est le principal régulateur du climat, notamment grâce à ses échanges continuels avec l'atmosphère, que ce soit des échanges de type radiatif, donc tout ce qui est rayonnement solaire par exemple, des échanges de type mécanique, tout ce qui est mélange par le vent, et des échanges gazeux, donc échange de vapeur d'eau ou de dioxyde de carbone. Et donc dioxyde de carbone, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre du changement climatique. Si on s'intéresse du coup aux échanges de CO2 à l'interface air-mer, on constate qu'en fait l'océan a absorbé 30% de nos émissions qu'on a émises du coup dans l'atmosphère, ralentissant de manière conséquente finalement l'augmentation de température qu'on observe actuellement. Donc on peut se dire super, heureusement que l'océan est là, ça a ralenti le réchauffement. Bon, après, c'est pas sans conséquence. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'acidification des océans, qui concrètement se traduit par une augmentation du pH des océans et qui a des conséquences sur les organismes, une diminution du pH des océans, et qui concrètement se traduit par des problèmes de calcification de certains organismes marins qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est pour tout ce qui est CO2. Après, on entend un peu moins parler tout ce qui est chaleur. Donc en fait, il y a aussi lié du coup à l'effet de serre, on a un excès d'énergie sur Terre. Cet excès d'énergie se répartit entre différentes composantes du système climatique. Et en fait, l'océan, il absorbe 93% de cet excédent d'énergie contre seulement 1% dans l'atmosphère. Donc là encore, imaginez la température en fait, qu'on observerait dans l'atmosphère s'il n'y avait pas l'océan pour absorber quasiment la totalité de cette énergie. Là encore, c'est pas sans conséquence. Ça se traduit par un réchauffement des eaux, notamment des eaux de surface. Et ça a des conséquences sur tout ce qui est les habitats, mais aussi sur le volume de l'eau. Parce qu'une eau plus chaude, c'est une eau qui prend plus de place, et c'est loin d'être négligeable puisque ça représente entre 30 et 40% de la montée des eaux actuellement, le reste étant associé à la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Donc voilà, c'est à peu près les 2 points clés sur l'océan et son rôle dans le climat. Est-ce que je peux juste... Merci beaucoup. Oui, juste un mot. Oui. Vas-y. Non, on voudrait juste vous encourager à aller voir du coup notre... Je ne sais pas si c'est très clair ce qu'on a fait, mais... Ah, d'accord. Votre place, hein. Donc, d'abord, on les applaudit. Moi, je ne peux pas applaudir parce que je tiens le micro, hein, mais franchement, c'est super que vous soyez là et que vous soyez les premiers intervenantes. Et tous ceux qui auraient eu 1 minute d'inattention, parce que les exposés étaient parfaitement clairs,
vous allez vous reporter sur le site qui est très bien fait. Sauf qu'il y avait un lien intertexte, mais je pense qu'il a été réparé depuis. Hein. Bon. Je crois qu'il concernait l'océan du Reste. Le site, c'est sur le site de l'ENS, c'est ça? Oui, c'est sur le site d'EcoCampus, qui est l'association écologiste de l'ENS. Voilà. Et vous trouverez assez facilement l'onglet J'y explique. Oui. Et c'est plein de petits articles qui vous permettront de, par exemple, comprendre comment on sait que le réchauffement est d'origine humaine, ou bien de comprendre pourquoi la fonte de la banquise n'élève pas le niveau des mers. Et ça permettra aussi, lors de repas de famille, avoir plein d'arguments si vous en avez besoin. Racontez pas tout ce qu'il y a dans le site parce qu'ils vont pas y aller. Hein. Bon, alors, vous allez sur le site, c'est très facile à trouver, même moi j'ai trouvé, hein, et vous verrez, c'est plein de richesses. Et une fois que vous aurez été sur le site, il faut vraiment ne pas hésiter non plus après à aller jusqu'à l'origine qui est le 6e rapport du GIEC. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous passons la parole maintenant à Magali Regueza pour présenter le rapport de travail du 2e groupe du GIEC qui concerne l'analyse des impacts du réchauffement climatique. Vous avez déjà une petite idée de ce que ça représente après ce qui a été dit là. Et puis surtout, il ne s'agit pas uniquement d'identifier les impacts, mais peut-être de voir comment est-ce qu'on peut anticiper ces impacts et construire des sociétés ou des économies plus résilientes par rapport aux impacts actuels et surtout aux impacts de demain. Magali, c'est à toi, si possible, dans un temps de parole qui ne doit pas dépasser 20 minutes maximum. Ok, j'ai la pression. Vous m'entendez? Ça marche? Là, ça marche. Donc merci beaucoup. Alors, je vais en profiter d'abord pour vous remercier toutes les deux parce que c'était effectivement très clair. Ce que nos deux futurs docteurs ont dit, il y a deux choses importantes. D'abord, le GIEC, ce que dit le GIEC, ce n'est pas des opinions, d'accord ? Ce sont des faits scientifiques. Autrement dit, on n'est pas là pour croire ou ne pas croire au changement climatique. Ce n'est pas une question de croyance. Ce qui est écrit dans le rapport du GIEC, ce sont des faits qui résultent d'une analyse de la littérature scientifique. Et le GIEC, je tiens à le préciser parce que c'est très important dans ce qu'on va dire par la suite, d'abord, ce ne sont pas des scientifiques, ce n'est pas un laboratoire, ce sont des États. Elles vous ont bien dit, c'est un panel intergouvernemental. Alors Christian est très optimiste, on lit rarement les rapports du GIEC, c'est très très gros. Par contre, les résumés aux décideurs qui, eux, sont adoptés dans un dialogue constant entre les représentants des États et les experts, eux sont tout à fait accessibles et vous trouvez même aujourd'hui énormément de littérature en ligne. Pour ceux qui ont Twitter, par exemple, je vous recommande d'aller suivre le fil de Valérie Masson-Delmotte, qui est la co-chair, la vice-présidente du GIEC, et qui traduit de façon extrêmement simple et claire, alors c'est pas boule et bille non plus, hein, mais enfin, les rapports de ce GIEC. Deuxièmement, le GIEC ne recommande rien. Le GIEC n'est pas là pour recommander. Le GIEC fait un état des connaissances scientifiques. À la différence du Haut Conseil pour le climat, où le Haut Conseil pour le climat, nous sommes des experts qui, là, avons pour mission d'évaluer les politiques climatiques de la France et de recommander, de conseiller le gouvernement sur des choses qui ne seraient pas totalement absurdes de mettre en place. Okay ? Donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement les conclusions de ce deuxième rapport du GIEC qui porte sur deux choses, les impacts et l'adaptation. C'est une vraie évolution parce que pour la première fois, on a vraiment un GIEC qui va regarder de très près cette question de l'adaptation, même si la question de l'observation, de la quantification, de la qualification des impacts occupe encore une grosse partie de ce rapport, de ce deuxième rapport. Et il est important ce rapport aussi pour vous, étudiants de Dauphine, parce qu'on voit bien que ces rapports du GIEC qui sont faits par des sciences de tous bords. On a aussi bien des sciences dites dures, alors je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, les sciences en gros, les sciences évies de la Terre, des équations, des machins, tout ce que vous voulez, que des sciences molles. Moi, je dis plutôt des sciences humaines et sociales et des sciences non SHS. Voyez, les sciences dures, c'est un pléonasme. Voilà, ben oui, parce que sciences douces, moi perso, j'aime pas. Oui, la géographie, sciences douces, moi je me sens pas très très douce. Alors sciences molles encore moins. Donc il y a les sciences SHS et les sciences non SHS, d'accord ? Toujours est-il que c'est important parce que ce sont des regards croisés sur des problèmes extrêmement complexes. Alors que nous dit ce rapport ? D'abord, on a effectivement, et ça a été dit, nous avons des changements qui sont sans précédent,
puisque depuis cette période pré-industrielle, depuis en gros 1850-1900, la température du globe a pris 1,1 degré. Pour la France, c'est même 1,7 degré selon les travaux qu'on a réalisés au Conseil pour le climat et Météo France. C'est absolument considérable. On a aujourd'hui dans l'atmosphère des concentrations de CO2 qui sont les plus élevées depuis 2 millions d'années. Et c'est exactement ce qu'on vous a dit. Le problème de cette planète qui se réchauffe, c'est, là encore, je reprends l'image de Valérie, c'est comme un organisme malade. Quand vous avez, en temps normal, vous êtes à 37,5. Quand vous prenez 1 degré à 38, vous n'êtes pas très bien. Vous reprenez 1 degré à 39,5, ça va vraiment pas bien. Et puis après, on compte de dixième en dixième de degré, parce qu'effectivement, quand vous avez 40, 40,1, 40,2, et vous arrivez à l'hyperthermie. Alors, cette température, cette augmentation de la température, elle semble donc faible. En réalité, elle a déjà des conséquences extrêmement importantes qui sont désormais documentées par les scientifiques. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, d'abord, on est capable aujourd'hui, la science est capable de démontrer que ce réchauffement est 100% d'origine humaine. Pas 99, pas 98, pas 100%. Ça ne veut pas dire que les conséquences qu'on va observer, à travers notamment les extrêmes, vous avez vu, on a parlé de cet été, ces fameuses catastrophes naturelles, eh bien, elles sont uniquement liées au changement climatique. D'abord parce que ces événements physiques, ils ont leur variabilité propre. Et donc, vous avez des extrêmes climatiques chauds, les canicules, les sécheresses, qu'on appelle les extrêmes secs, les extrêmes humides, notamment les fortes précipitations. Tout ça a toujours existé, c'est la variabilité naturelle du climat. Simplement, ce changement climatique additionnel, ce réchauffement additionnel lié aux activités humaines, eh bien, il va modifier, il va venir s'ajouter à cette variabilité naturelle du climat. Quand je vous parle de ça, je ne vous parle que de la partie physique. Je vous parle des sciences dures. Pour avoir une catastrophe, pour avoir un événement dommageable, il faut aussi des sociétés. Comme disait notre ami Rousseau, il n'y a pas de séisme, il n'y a pas de catastrophe sismique dans le désert. Il n'y a pas de problème. Quand vous mettez des gens, des maisons, des immeubles à des endroits où il y a des menaces naturelles et en plus ces menaces sont aggravées, ben forcément ça crée des problèmes. Alors, le GIEC nous dit d'abord qu'aujourd'hui, la science est capable de démontrer que ce réchauffement additionnel du climat lié aux activités humaines a des effets sur l'océan et la cryosphère, on vous en a parlé. La cryosphère, c'est l'ensemble des glaciers, tout ce qui est gelé, tout ce qui sont aujourd'hui irréversibles à l'échelle de plusieurs générations. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les océans, ce qui est en train de se passer sur les glaciers, même si on arrêtait, l'augmentation des températures continuerait à se produire. Simplement, ça irait beaucoup moins vite. Deuxièmement, on sait aussi, on a mis en évidence en début d'année, c'est pas dans le GIEC, que ce climat qui change avait des impacts irréversibles sur la biodiversité, parce que certaines espèces sont en train de disparaître, non pas simplement à cause des pollutions, de la surpêche, de la suractivité humaine, mais à cause du climat qui change. Troisièmement, et ça, on rentre un peu dans le détail, ce que nous dit ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de documenter le fait que les extrêmes climatiques, c'est-à-dire les écarts par rapport à la moyenne, eh bien, ils sont plus longs, plus fréquents, plus intenses et parfois plus précoces. Pour vous montrer ce que ça donne, je vais essayer de vous donner des exemples par rapport à ce que nous avons vécu cette année. D'abord, on a des tendances au réchauffement qui font qu'on a des hivers, en tout cas en Europe, de plus en plus doux. Comme on a des hivers plus doux, alors on va me dire c'est super les hivers plus doux, ben, c'est vrai, on va consommer moins de chauffage, ça a des avantages. Le problème, c'est que vos arbres, ben, comme il fait plus doux, ils bourgeonnent. Et là arrive la gelée. C'est ce qui s'est passé cette année, destruction des récoltes. Ensuite, vous avez des sécheresses qui arrivent. Ces sécheresses, elles sont aussi très précoces. Manque de peau, cette année, elles sont arrivées au mauvais moment. On en a une au printemps qui est arrivée sur le moment où les céréales faisaient ce qu'on appelle leur montée en rendement. C'est-à-dire que c'est là où la céréale est en train de grandir, de s'étoffer en grains. On a eu une perte d'entre 30 et 40% des rendements sur le blé et sur l'orge. Et puis comme ça ne suffisait pas, on s'est repris une sécheresse cet été. Et la sécheresse cet été, elle a eu des conséquences très graves, puisqu'elle a notamment touché les maïs. Or, ces maïs, ils servent à nourrir les animaux.
Ils servent à nourrir les animaux, et comme ils servent à nourrir les animaux, et que pendant l'été, on n'a pas pu mettre les animaux au pâturage parce que les herbes, elles étaient desséchées, eh bien, on a aujourd'hui des grosses tensions sur la nourriture des animaux à l'hiver. Donc vous voyez, on a des épisodes qui sont plus précoces, ils sont plus fréquents. Là aussi, Météo France a rendu son verdict. Nous avons des vagues de chaleur dont le nombre a été multiplié par 9 depuis des temps chauds, en fait, qui ont été des jours de chaleur qui ont été multipliés par 9 depuis plus de 60 ans. Pour vous donner une idée, à Paris, actuellement, on est à 7 jours en moyenne de vagues de chaleur par an. À horizon 2030 et 2040, si on continue les émissions à ce rythme et le changement à ce rythme, on arrive à presque 1 mois de canicule par an. On dépassera le mois pour Strasbourg, pour Grenoble. C'est une moyenne, hein, on est d'accord. Il y a eu autant de vagues de chaleur entre 1949 et 2006 qu'entre 2006 et aujourd'hui. Donc quand, par exemple, on vous dit qu'il a fait chaud en 1910, etc., on ne se rend pas compte de la longueur, on ne se rend pas compte non plus de l'intensité. Le thermomètre n'a dépassé les 40 degrés en France dans les années 60 et 70 qu'une fois par décennie. Cet été, on a dépassé les 35 degrés à Brest. Je ne sais pas si vous imaginez pour un Brestois ce que ça peut représenter. Ça veut dire aussi donc on a des extrêmes, je vous l'ai dit, plus longs, plus fréquents, plus intenses, parfois plus précoces, et qu'on a un problème, c'est que ça n'est pas proportionnel à l'augmentation du réchauffement. On pourrait se dire, chaque fois que je prends 1 degré, je multiplie par X. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La vague de chaleur, la canicule de 2003, c'était 1 chance sur 50 par an de se produire. Dans un climat à 1,5 degré, cette canicule, c'est 1 chance sur 10. Dans un climat à 2 degrés, c'est 1 chance sur 4. Et donc, vous voyez qu'on a cette intensité, cette fréquence, et évidemment, tout ça, ça va avoir des conséquences, non pas simplement sur l'économie, ça va d'abord avoir des conséquences sur notre santé. Et donc, on est capable aujourd'hui de regarder les conséquences et de les voir déjà, de pouvoir les documenter sur les systèmes humains. Ces conséquences, elles sont multiples sur la santé humaine. Vous avez vu que cet été, on a déjà une surmortalité. On est à 11 000 décès supplémentaires, notamment parce que la canicule a été très précoce et donc les organismes ont eu des vrais chocs thermiques. Plus ça va tôt, plus en fait on n'a pas le temps de rentrer dans l'été. On a en plus cette succession de vagues de chaleur. On va devoir attendre malheureusement encore quelques mois pour voir les conséquences en chaîne sur les organismes fatigués. On a aussi des conséquences, vous l'avez vu, sur l'agriculture. On a des conséquences sur le tourisme, moins d'enneigement. On a des conséquences sur l'industrie. Vous avez vu un certain nombre de centrales nucléaires qui sont en difficulté. On a des conséquences sur la pêche. On a des conséquences sur tout. Et donc aujourd'hui, en fait, on voit que les risques liés à ce changement climatique, et c'est ce que démontre la littérature scientifique, sont en réalité des risques composites. Ce ne sont pas simplement des risques qui vont toucher telle ou telle catastrophe. C'est un ensemble en fait d'événements qui vont entrer en résonance les uns avec les autres, avec des effets décalés dans le temps et dans l'espace, et qui font qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 3 milliards de personnes sur la planète qui sont exposées à ce changement climatique. Ils étaient déjà exposés aux extrêmes, ils étaient déjà vulnérables, et la situation est en train de s'aggraver. Et dans certains cas, on ne parle pas simplement, vous avez beaucoup entendu parler du Pakistan, Porto Rico, le Japon, ça se passe aussi en France. La sécheresse a par exemple des conséquences énormes aujourd'hui sur les bâtiments. Vous avez des milliers et des milliers de logements qui sont exposés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire le fait que la terre se contracte et se rétracte, et ça fait des fissures. Ça rend aujourd'hui des bâtiments inhabitables. Ça a aussi des grosses conséquences sur le recul du trait de côte. Alors là aussi, il y a une partie qui est climatique, une partie qui est humaine. C'est parfois difficile de faire la différence. Quand on travaille avec les assureurs, ils nous disent, si on regarde la sinistralité, c'est-à-dire en gros le coût des catastrophes, l'augmentation elle est liée à 30 à 40% au changement climatique. Le reste, c'est des effets qui sont notamment liés à l'augmentation de l'exposition dans les zones à risque ou bien à la vulnérabilité des populations. Alors, le GIEC montre aussi que la littérature scientifique nous dit qu'il y a une interaction très forte entre la crise de la biodiversité actuelle, qui est liée indépendamment au climat, aux activités humaines, et puis le changement climatique. Ces deux crises sont en train d'interagir mutuellement. C'est doublement problématique. D'abord parce que
nous sommes tous dépendants de près ou de loin de la biodiversité. On a besoin des pollinisateurs, on a besoin des végétaux, on a besoin de ça, nous, pour vivre en tant qu'espèce. Deuxièmement, c'est très problématique aussi parce que, comme il vous l'a été dit, eh bien, une partie de cette biodiversité va nous servir de puits de carbone naturel. Par exemple, les forêts. Aujourd'hui, la stratégie française nationale bas carbone, la SNBC, ce qui cadre nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, elle fonctionne sur un puits de carbone qui est les hypothèses en fait de cette SNBC sont déjà erronées parce que le puits de carbone n'est plus en état du fait des sécheresses, parce qu'en fait nos forêts sont en train de disparaître du fait de la sécheresse, du fait aussi de ce qu'on appelle les scolites, qui sont un ensemble de bestioles pas très sympas, et on voit des invasives arriver partout. Et puis vous avez vu cet été, la Méditerranée, il a fait très chaud. On a eu des vagues de chaleur marine qui ont des conséquences extrêmement lourdes, là aussi, sur la biodiversité. Donc vous avez une interaction, et aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le rapport du GIEC? Il nous dit qu'il y a des limites dures à l'adaptation. Le degré de réchauffement. Au-delà d'un certain seuil de réchauffement, les écosystèmes sont poussés à la limite de leur capacité d'adaptation. Au-delà d'un certain niveau de réchauffement, certaines sociétés, pas l'humanité, pas certaines sociétés, qui sont déjà dans des situations très fragiles, du fait du cumul des inégalités, du fait des vulnérabilités qui sont inscrites dans la pauvreté, dans les inégalités de domination, dans toutes ces inégalités intersectionnelles, pour lâcher un gros mot, eh bien, ces populations déjà fragilisées risquent encore de subir des pressions de plus en plus importantes. Et malgré ça, ce que démontre le GIEC, c'est qu'il existe des solutions. Ces solutions, elles sont évaluées en fonction de leur efficacité et de leur faisabilité. Évidemment, ça ne sera pas les mêmes partout dans le monde. Le GIEC travaille par grandes régions, donc il y a un chapitre sur l'Europe, il y a un chapitre... Ces solutions existent. Elles sont possiblement efficaces, elles ne sont pas forcément applicables partout. Certaines d'entre elles posent problème. C'est ce qu'on appelle la maladaptation. La maladaptation, c'est quand on va construire des solutions qui vont avoir pour effet négatif d'aggraver le problème au lieu de le résoudre. Soit parce que vous allez augmenter les émissions. Par exemple, vous dessalez l'eau de mer. Aujourd'hui, pour dessaler l'eau de mer, on utilise beaucoup de combustibles fossiles. Ça consomme énormément d'énergie. Donc, en fait, en pensant résoudre un problème, vous l'aggravez. La maladaptation, ça peut être aussi quelque chose qui verrouille notre vulnérabilité. Parce qu'en fait, cette adaptation, elle repose sur ce qu'on appelle des changements structurels. Jusqu'à présent, on avait l'habitude d'opposer des solutions techniques. Il y a une inondation, je construis la digue. Eh bien, quand on travaille sur les catastrophes naturelles, on sait que souvent, ces infrastructures, elles vont conduire à un sentiment de confiance. Elles s'accompagnent souvent d'un accroissement de l'exposition à l'arrière de la digue. Autrement dit, en voulant réduire le problème, eh bien, vous avez verrouillé des transformations. C'est le débat qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur les bassines. C'est le débat qu'on a sur les canons à neige. La solution technique est extrêmement importante et essentielle. Mais si elle est prise isolément, elle risque de verrouiller des pratiques qui vont continuer à laisser penser qu'on peut faire comme avant. Donc pour conclure, il existe des solutions d'adaptation. Pour l'instant, ça ne va pas assez vite et c'est aussi le cas en France. Le Haut Conseil pour le climat, dans son dernier rapport, a écrit noir sur blanc « La France n'est pas prête à faire face au climat qui change ». Donc nous avons besoin de mettre en place cette adaptation. Cette adaptation ne peut en aucun cas, je le répète, j'insiste, être un prétexte au fait de retarder l'atténuation. Si nous ne contenons pas ce changement climatique dans la limite de nos objectifs, en gros 2 degrés et plus on va vers le 1,5, mieux c'est, eh bien ces solutions d'adaptation vont devenir de plus en plus coûteuses. Et ce que dit le GIEC, c'est que la science démontre qu'il n'y a pas de développement humain possible dans un climat qui se réchauffe au-delà d'un certain seuil. Inversement, l'ensemble des objectifs de développement durable est atteignable dans des politiques climatiques qui nous permettent de vivre dans un monde où le changement climatique est contenu et où l'adaptation est d'ores et déjà mise en place en prenant en compte les différentes formes d'inégalité à l'échelle de la planète, mais aussi dans notre pays, entre les territoires, entre les centres et les périphéries, entre les individus, parce qu'évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes capacités à faire face à ce changement climatique. Merci beaucoup, Magali. Alors, vous avez compris qu'il reste pas mal à faire, hein, parce que
quand on dit que la France n'est pas prête en matière d'adaptation, c'est litote. En fait, jusqu'à présent, on n'a pratiquement rien fait sur les questions d'adaptation, en tout cas au niveau national. Au niveau régional, c'est un peu différent. Bon. Donc, vous voyez un peu le tableau. On a commencé avec les étudiantes et les doctorantes hein, sur le panorama global. Magali nous montre avec brio combien le constat sur les impacts est, je n'aime pas beaucoup le terme alarmant, mais enfin, il est quand même extrêmement important. Bon. Moi, je le dis au passage, j'ai beaucoup apprécié dans le 6e rapport du GIEC toute l'analyse sur les risques composites, qui est quelque chose qui n'existait pas avant, si vous voulez. Je crois que c'est important parce que, vous voyez, avant, on présentait chaque risque indépendamment les uns des autres. À gauche, la sécheresse, à droite, la canicule, ailleurs, le vent. Mais en fait, on voit bien que toutes les catastrophes, hein, que ce soit, comme tu l'as dit, hein, dans le sud-ouest ou au Pakistan ou ailleurs, hein, souvent c'est le jeu cumulé de tas de facteurs, et c'est le propre de la catastrophe. Hein, et c'est vrai pour le climat comme pour d'autres types de catastrophes du reste. Bon, donc il nous reste une troisième étape hein, dans la présentation qui n'est pas la plus simple avec Nadia Maïzi. Hein, maintenant qu'on a campé le décor, qu'on a dit qu'on pouvait s'adapter, mais jusqu'à un certain point, un truc qui est sûr, c'est que si on ne réduit pas vite les émissions de gaz à effet de serre, on risque fort de dépasser le seuil au-delà duquel l'adaptation devient horriblement complexe, voire impossible. Donc Nadia nous présente ce troisième volet hein, du rapport du GIEC sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, évidemment le nerf de la guerre. Merci Christian, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation à Paris-Dauphine. Moi, je pensais que c'était pour l'université PSL, en fait, au départ, cet événement. Mais je vois que c'est nous, c'est vous. Donc, ce soir, c'est Paris-Dauphine. Okay. Alors, moi, je suis à Mines Paris PSL. Et donc, je suis une des co-autrices du 6e rapport du GIEC. Et après le constat qui a été fait sur l'augmentation de la température et sur la nécessité de s'adapter par rapport aux impacts du changement climatique, il y a un troisième volet dans ce rapport qui s'intéresse spécifiquement à la question des émissions de gaz à effet de serre et de la possible atténuation, réduction de ces émissions. Et donc là, on évalue quelles sont les solutions qui permettrait de réduire et donc d'essayer d'inverser la tendance que nous pouvons constater depuis la dernière décennie comme étant elle-même en train d'atteindre des records mondiaux et historiques en termes de volume d'émissions. Alors il y a à la fois des records par rapport au niveau de référence de 2010. Il y a des croissances qui sont inégalées jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a une tendance aussi haussière de la pente des émissions de gaz à effet de serre, bien que dans certaines parties du monde, pas exagéré, dans une dizaine de pays, on ait réussi à limiter cette hausse. Donc ce troisième volet, en fait, il se concentre sur l'évolution de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, ce sont les bilans, en fait, qui sont réalisés sur ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout un travail qui fait écho au travail qui a été évoqué par mes collègues de droite sur l'évolution des températures, puisqu'il y a un certain nombre de modèles aussi qui vont essayer de réaliser des projections sur le long terme. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc cette tendance haussière, elle est dans un contexte où, étonnamment, il y a de plus en plus d'actions sur le climat qui sont réalisées. Donc en particulier, on peut compter plus de 800 villes qui se sont engagées à arriver à un bilan de zéro émission, plus de 100 régions. Je suis sûre que vous savez qu'il y a plein d'industriels qui disent qu'ils vont être net zéro carbone. Il y en a même qui vont être négatifs zéro carbone. Ce constat de l'action tout en voyant l'augmentation des émissions pousse à dire qu'il y a quand même un problème de fond
Et c'est un peu les éléments qu'on va tenter de discuter ici. Donc ces éléments de l'action, c'est en particulier, par exemple, une technologie très bas carbone, c'est le renouvelable. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une baisse des coûts des renouvelables qui font qu'ils sont arrivés en dessous des coûts des énergies fossiles, des technologies plutôt de production basées sur le fossile. Et il y a une grande diffusion de ces technologies renouvelables. Et encore une fois, on dirait que ça ne suffit pas. Et il y a également un constat qui est que si on évalue tout ce qui existe et tout ce qui est planifié en termes d'infrastructures basées sur le fossile, c'est un budget carbone qui atteindrait, qui nous emmènerait plutôt à l'atteinte de ce niveau limite de 1,5 degré. Et donc, en fait, on voit bien qu'on est dans une situation qui est très délicate, puisque en même temps, il y a ces demandes de consommation, et en même temps, les moyens pour les sous-tendre ne sont pas vecteurs de ces limitations de gaz à effet de serre qu'on appelle de nos voeux. Alors, il y a eu toute une discussion dans le cadre de ce rapport également sur le fait que, donc, si on doit produire l'électricité qu'on projette avoir besoin dans les décennies qui viennent, à ce moment-là, il faudrait que chaque nouvelle centrale investie soit associée, si elle repose sur du fossile, à des procédés de captage et de stockage de CO2. Mais dans le même temps, ces technologies ne sont pas matures et sont finalement très peu déployées. Donc on voit qu'il y a un décalage aussi entre le discours qui pousse à être sur une très forte technicité et le fait que les technologies ne pourront pas pourvoir à tout. Donc si je reviens sur les tendances données par nos scénarios de projection, en fait, comment ça se passe? Il y a un très grand nombre d'équipes qui travaillent sur des modèles de tous ordres. Et donc le GIEC, qui fait l'état de la connaissance scientifique, va rassembler les différentes trajectoires qui correspondent à différentes hypothèses qui sont analysées par les scientifiques. Et donc ce qu'on voit en rouge en haut, c'est... alors l'échelle, donc c'est une échelle en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en tonnes de CO2 équivalent, en gigatonnes de CO2 équivalent. Et donc vous voyez que le zéro est tout en bas, et que les courbes rouges donc, montrent que la tendance pour les politiques qui sont implémentées en ce moment par les différents États nous éloigne très largement de cette cible qui serait compatible avec un réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés. Si on prend les NDC, National Determined Contribution, c'est-à-dire les engagements qui ont été promis par l'ensemble des partis gouvernementaux qui sont présents dans les COP, et par rapport à la dernière COP à Glasgow, la COP 26, ce qu'on voit, c'est que en fait, ces engagements pris jusqu'à 2030 sont bien au-dessus, donc c'est les courbes grises, des deux ensembles de courbes qui nous amèneraient aux 2 degrés, voire au 1,5 degré, donc les courbes bleues et les courbes vertes. Donc en fait, il y a eu un grand malentendu lorsque le 3e volet du rapport du GIEC est sorti. Il y a un slogan qui a été retenu qui est « Il nous reste 3 ans pour agir ». Et malheureusement, en fait, on est déjà un petit peu tard dans l'action. Donc ça renvoyait finalement à ces projections qui disent simplement que d'ici 2025, en fait, étant donné que les politiques implémentées n'ont absolument pas la bonne pente par rapport à ce qui est attendu, il faudrait commencer à piquer, c'est-à-dire à redescendre, pour essayer de récupérer les deux ensembles de trajectoires qui correspondent au 1,5 et au 2 degrés. Donc voilà par rapport à ces projections. Et donc ça nous dit absolument pas ce qu'il y a sous-jacent aux émissions de gaz à effet de serre, et donc quelles sont finalement les technologies et les solutions. Alors dans ce rapport, dans ce volet plutôt, ce qui est fait traditionnellement, c'est qu'on va évaluer secteur par secteur
quelles sont les technologies qui sont porteuses de ces potentiels leviers de réduction. Et pour la première fois, et je vais en parler un petit peu plus longuement, si j'ai le temps, il y a un chapitre sur la demande qui a été commandé par les gouvernements, puisque ça a été très bien rappelé. Ce rapport est en fait une co-construction. Il y a une demande des gouvernements, il y a une réunion de cadrage qui permet d'établir l'ensemble des chapitres qui vont être traités, et ensuite on fait l'état de la connaissance scientifique sur ce plan qui est partagé donc avec les commanditaires. D'abord, c'est une première, et moi j'ai eu la chance de participer à ce chapitre. Et c'est une première qui a aussi un petit peu perturbé, on va dire, la communauté scientifique qui était plutôt habituée à ne parler que de l'offre. C'est-à-dire qu'on a un petit peu comme dans ce que tu disais sur l'adaptation, l'idée que la technologie va bien pourvoir à nous permettre de continuer de faire ce qu'on fait comme d'habitude, mais la même interrogation, est-ce que c'est la bonne solution et est-ce que finalement ça ne va pas nous amener à des blocages parce qu'on sera dans des trajectoires par rapport auxquelles on ne pourra plus dévier. Et c'est là que la discussion sur la demande est intéressante. Donc comme on m'a dit que je n'avais pas le temps, j'ai choisi de vous parler que de deux grands secteurs. Donc on va parler de l'énergie, on va parler de la demande. Alors l'énergie, parce que ça a été rappelé, il y a plus de 80%, 90% à peu près des émissions qui sont liées à cette production d'énergie. Et en fait, on est en train de se rendre compte aujourd'hui à quel point on est captif des énergies fossiles. Donc c'est très intéressant dans le contexte actuel de se rappeler de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire alors qu'on a l'impression qu'il y a plein d'actions sur le climat qui sont prises, à cause d'une histoire de gaz, si je peux me permettre, l'Europe est en grande difficulté. Donc ça veut dire que nos systèmes énergétiques sont définitivement loin d'être bas carbone ou décarbonés. Et c'est vraiment la tendance vers laquelle il faut aller. Alors avec une électrification, si tant est que le mix électrique est lui-même décarboné, et puisqu'il y aura des modes de transport qui devront continuer à être déployés, les carburants alternatifs sont mentionnés par le rapport comme des potentielles solutions, si tant est également qu'ils ne reposent pas sur des technologies carbonées. Donc si on passe maintenant à la question de la demande et des services, en fait, il y a beaucoup de résultats dans ce chapitre qui sont des résultats qu'il ne faut pas mal interpréter, dans le sens où il ne s'agit pas de comptabiliser la somme de petites actions individuelles. Mais ce que nous disons, c'est que si on arrive à mettre en place en fait tout un tas de modifications dans les services liés aux besoins qui sont exprimés par les populations autour du globe. Et je vais revenir sur le fait qu'il faut faire très attention, on est dans un problème mondial. À ce moment-là, il y aurait un potentiel de diminution de 40 à 70% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors c'est énorme en fait, mais vous voyez que la plage d'erreur est assez grande. Et cet accompagnement, il doit être en fait lié aux politiques qui doivent permettre en fait la mise en œuvre de ces solutions, aux infrastructures qui permettent aussi l'accès à tous à des choses aussi simples que de dire demain matin, au lieu de prendre ma voiture, je vais prendre un vélo. Si pour les Parisiens, ça paraît totalement évident que c'est possible, il y a plein d'endroits, par exemple en France, où ça n'est pas possible et où votre espérance de vie, c'est 5 à 10 minutes. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand on dit ça n'est pas juste un empilement de petites solutions, mais c'est vraiment un ensemble de changements qui va éventuellement motiver un changement du système dans sa globalité. Et on en vient à la question qui a été beaucoup étudiée dans le chapitre, où il y avait donc
tu l'as rappelé tout à l'heure, l'interdisciplinarité, c'est très important sur ce sujet. Des psychologues, des sociologues, des anthropologues, et pas simplement des scientifiques au sens de modèles ou d'évaluation d'émissions. Et donc la question des normes et des valeurs a été beaucoup explorée, puisque on est dans un problème mondial. Et en fait, le type de société dans lequel nous on vit en Occident, c'est pas forcément des sociétés qui sont développées partout sur la planète. Et il y a également aussi un mot qui n'a finalement jamais été utilisé dans ce chapitre, c'est le mot de sobriété, parce que pour une planète où la majorité de la population n'a pas des modes de vie décents et n'accède pas à la satisfaction de tous ses besoins, c'est très impactant de parler de sobriété. Donc voilà. On peut revenir peut-être là-dessus dans les discussions. Je pense que j'ai plus de temps, non, là, c'est ça? C'est bien si tu arrêtes, mais tu peux continuer encore 2 minutes. Je vais continuer quand même, parce que je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. Alors, donc en fait, dans le chapitre, qui est très long, hein, comme tous les chapitres, et dans ce volet en particulier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de répertorier toutes les solutions qui permettrait en fait d'effacer les émissions de gaz à effet de serre pour des coûts plus ou moins élevés. Et on se rend compte qu'en dessous de 100 $ la tonne de CO2 équivalent, donc un investissement de ce niveau-là, il y a un nombre de catégories. Donc là, vous ne le voyez pas très bien, mais je vous encourage à aller dans le rapport, au moins le Summary for Policymakers. Et donc en particulier, on revient sur les renouvelables. Il y a aussi les questions d'usage des sols, les questions d'efficacité, donc de technologies non carbonées, et apparaît pour la première fois, encore une fois, cette idée que les modes de vie sont un levier sur lequel il faut travailler. Alors, pour tout cela, il faut du financement, et c'est un sujet qui est également très délicat, puisque les flux financiers, bien qu'ils existent en très grand volume dans le monde que nous vivons aujourd'hui, hein, sont de 3 à 6 fois trop insuffisants pour pouvoir déployer ces technologies, solutions d'ici 2030, avec cette ambition du 1,5 ou du 2 degrés. Et bien évidemment, ces flux financiers n'arrivent jamais dans les pays qui sont les plus exposés et qui sont les plus fragilisés par le changement climatique, puisqu'on parlait de justice au départ, dans l'introduction, et c'est vrai qu'il y a une très grande injustice. Le climat est beaucoup plus impactant dans les zones les plus défavorisées. Donc je termine en 2 slides pour dire, donc en fait la bonne nouvelle pour vous tous, parce que je trouve que sinon c'est hyper anxiogène, ce genre de réunion, c'est que c'est le moment d'agir, et que donc il faut absolument mettre en œuvre toutes ces solutions. Donc je l'ai dit au départ, il y a beaucoup d'actions sur le climat qui sont répertoriées, mais visiblement on s'y prend mal. Et donc il y a une nécessité de chercher à coordonner et à réfléchir un peu mieux cette transition de la phase carbonée dans laquelle on est à la phase décarbonée dans laquelle il faudrait absolument qu'on soit, et le plus rapidement possible. Et c'est dans cette décennie qu'il faut qu'on réalise ce grand projet de transition. Alors je vais faire une petite pub pour ma chapelle, mais c'est PSL, donc ça va très bien. Donc à l'École des mines de Paris, ce qu'on a décidé, c'est d'agir en tant que scientifique, mais d'entraîner surtout nos élèves, nos chercheurs, nos doctorants, et d'entraîner tout PSL. Donc là, on est dans le premier temps qui est la création de cet institut qui s'appelle The Transition Institute 1.5. Donc 1.5, bien sûr, un clin d'œil au 1,5 degré, dans lequel on a un programme de recherche très ambitieux qui casse un peu les normes et qui pose des questions maintenant absolument primordiales. Transition, où elle est, il faut qu'on la design parce que visiblement, elle n'est absolument pas en route. 2, il faut électrifier à bon. Il faut réfléchir quand même à ça sérieusement.
3, c'est une planète unique sur laquelle on est, et donc il faut inclure à la fois les régions et puis toutes les strates des sociétés. Et 4, il ne faudrait pas que le climat devienne un objet de rivalité ou de business entre les grandes puissances. Donc la planète comme enjeu d'influence, c'est une vraie discussion qu'il faut avoir. Et donc on propose un parcours pour nos doctorants et pour nos élèves de tous les cycles. Et la bonne nouvelle, c'est que ce parcours doctoral qui est interdisciplinaire, on l'ouvre à tous les doctorants de PSL avec l'espoir que nous allons lever suffisamment de fonds. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Nadia, on l'applaudit. Bon, alors vous avez tous compris que PSL, dans tous les bouts, est en mouvement. Bon, moi, je trouve que ce qui est très important dans ce que tu as dit, c'est le volet demande qui rentre dans les rapports du GIEC, parce qu'effectivement, comme les événements composés, c'était un peu limite de présenter uniquement les choses par secteur et de ne pas faire la synthèse par la demande. Bon, le problème de l'animateur, c'est qu'il reste un quart d'heure et que vous allez avoir beaucoup de questions. Donc, je propose la méthode suivante. Je vais passer avec le micro. Une fois, donc ceux qui ont des questions à poser, ils lèvent la main, et vous, à l'estrade, enfin, ce n'est pas une estrade, mais vous prenez note des questions, et si possible, vous les répartissez de façon naturelle en fonction de la nature des questions. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire? Comment? Ah oui, il y avait PSL Durable qui devait poser la première question. Bon, on va lui passer le micro. Vous avez un micro devant vous? Oui, ok. Et après, on fera un petit tour auprès des autres. J'ai oublié PSL Durable, excusez-moi, je suis confus. Il n'y a pas de souci. Alors, juste pour introduire rapidement l'association, notre association a pour objectif de unir en fait toutes les initiatives de clubs ou d'associations de chaque établissement de PSL qui agissaient auparavant globalement seuls pour augmenter les capacités d'action de toutes ces associations. Un moyen de centraliser les capacités d'action écologique étudiantes au sein de PSL. C'est vrai qu'il n'y a que 15 minutes de questions. Donc, Valentin, tu avais une question à propos donc le président de l'association, des jeunes et de quelles pourraient être leurs actions maintenant, à faire maintenant, sans être parmi la classe, sans être dans la position dirigeante de prendre une décision pour la société dans son entièreté. Exactement, merci. Alors bonjour à tout le monde du coup. Je tenais à remercier tout d'abord aussi pour ces présentations qui ont été très claires et très complètes. Je vais commencer par une petite référence à la consultation nationale étudiante de ce qui s'appelait à l'époque le REFED et maintenant le RESES, où plus de 90% des votants, qui étaient des étudiants, qui se sentaient inquiets ou angoissés de l'insuffisance médiatiquement et politiquement de la place des questions environnementales. Dedans, je comprendrai récemment le rapport Jouzel et les rapports du Shift Project qui ont été très peu médiatisés, et le rapport du GIEC qui a été médiatisé à sa sortie, mais finalement on avait l'impression que ça se perdait dans les gros médias en tout cas. Après ça, ma question, ça va concerner du coup comment, dans un premier temps, nous, la jeunesse, devons utiliser ces rapports tout en gardant d'ailleurs nos convictions dans nos futurs métiers. Et j'en posais une qui est liée aussi par rapport aux médias et au discours politique. Comment s'opère le dialogue entre décideurs politiques et la recherche scientifique? Comment le rendre plus efficace? Vous en avez déjà parlé, notamment quand vous disiez que, par exemple, plus de 800 villes s'engagent à réduire leurs émissions de carbone pour être neutres carbone. Après, il y a plus de 30 000 communes en France, donc 800 sur 30 000, c'est relativement peu. Et oui, exactement. Et du coup, comment rendre ces discours plus efficaces? On a l'impression que dans les discours politiques et dans les médias, on n'en parle pas suffisamment. Et comme je le citais à la consultation nationale étudiante, nous, la jeunesse, en tout cas dans la consultation, on se trouvait très inquiets et angoissés de cette situation. Merci. Merci beaucoup. Donc un peu deux questions sur le traitement des médias et le dialogue entre la science et le politique. Alors,
on garde les questions, hein, et puis on fera une réponse unique à toutes les questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui, alors attendez. Comme ils ont rajouté des chaises là, pour se déplacer sans se casser la gueule, c'est pas si commode. Hop, évidemment, c'est toujours au fond que ça pose les premières questions. Allez-y. Rapidement, et vous vous présentez avant. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai malheureusement passé l'âge d'être étudiant. Je travaille et je suis venu principalement ce soir pour voir qui venait à ce genre d'événement. Donc je suis rassuré, il y a plein de monde, mais je trouve qu'il y a 80% de filles et 20% de garçons dans cette salle. Et j'aimerais comprendre comment est-ce que ça se fait alors qu'on doit changer les normes et les valeurs pour que ça change, comment on peut se retrouver dans cette situation et comment on peut changer. Excellente question. Moi, je me suis posé la même question pour animer la table ronde, hein, parce que moi, je suis le seul. Avec le président, on est très minoritaire. Allez-y. Bonjour, Pierre Monnier, du coup chercheur doctorant à l'École des Mines de Paris et à Dauphine, voilà, donc pour PSL. Je me posais juste la question de aujourd'hui, qu'est-ce qui, enfin déjà on voit la qualité de ce qui se passe à PSL et en même temps vous êtes au Conseil pour le climat, vous êtes rédactrice du rapport du GIEC, on est là et on a ce constat. Qu'est-ce que PSL peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment on peut vous aider? Voilà. Oui, alors attendez, hop. Je vais prendre de l'autre côté après. Ok. On se les répartit. Alors allez-y, vous. Bonjour, les Santusté, étudiante LSO L1 à Dauphine. Vous avez parlé des populations qui sont vulnérables face au réchauffement climatique. Je me demandais si la création d'un statut de réfugiés climatiques ou de migrants environnementaux pouvait être envisageable à l'échelle internationale. Merci. Bonjour, je suis étudiant en sciences pour un monde durable à PSL. Et vous avez parlé beaucoup du fait que le réchauffement climatique touchait tous les secteurs. Et pourtant, vous n'apportez en fait une réponse un petit peu secteur par secteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité de penser un petit peu, enfin de repenser le système global et pas seulement secteur par secteur, ce qu'on peut faire? Bonjour, Abel Dussault, étudiant en licence sciences pour un monde durable. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont l'océan absorbait le surplus d'énergie sur Terre et je souhaitais savoir comment ça se faisait, quels étaient les principes physiques et chimiques qui étaient mis en jeu. À droite, il n'y a plus de questions aussi? Je crois qu'on va faire une dernière question par ici, sauf si tu en as une aussi là-bas, décidément. Très bien, l'avant-dernière, ok. Alors bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis un élève au CPES en 4 en sciences de PSL et je me demandais, quand on a toutes ces conséquences du changement climatique, comment en quelque sorte forcer un peu l'inertie autant de la population et des dirigeants pour en quelque sorte les forcer à agir, parce que quand on voit pour l'instant, ça a été dit même, il y a très peu de choses, par exemple en France, qui ont été faites. Et voilà, donc c'était ça ma question, comment forcer cette inertie, comment la dépasser? Merci. Bonjour, Constant, étudiant en CPES économie. En avril dernier, on a eu une élection présidentielle. Sur les 12 candidats, il y en a un qui a été condamné pour inaction climatique, enfin en tout cas qui dirigeait la France pendant qu'elle a été condamnée pour inaction climatique. Manque de peau, 9,7 millions de personnes ont voté pour lui. Est-ce que ça ne prouve pas un désintéressement ou un désintéressement de la population française? Voilà. Bon, une dernière question, mais c'est la dernière. Oui, c'était juste pour savoir, vous avez dit que au-delà d'une certaine température, il n'y aurait pas de développement humain possible. Et est-ce qu'il y a un chiffre pour ça? Et je voulais aussi savoir pourquoi le GIEC ne veut pas plus s'initier et plus conseiller les politiques, tout simplement. Bon, c'est une très belle question. Bon, bah écoutez, par qui on commence? On va refaire le même ordre que les présentations. On va donner la parole à Solange et à Anna. Étant entendu que chacune d'entre vous avait 5 minutes pour répondre, hein, sinon je vais me faire engueuler par mon voisin de droite en disant que je dépasse l'heure. Hein. Alors allez-y. Non, ça vous embête de commencer? Moi, je peux répondre rapidement sur la physique.
de la chaleur. Du coup, c'est d'un point de vue radiatif. Et pourquoi l'océan, ça absorbe beaucoup plus que, par exemple, l'atmosphère? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ce qu'on appelle la capacité calorifique de l'océan est bien plus forte que celle de l'atmosphère. La capacité calorifique, c'est en gros combien il faut fournir d'énergie à une masse d'eau donnée pour élever sa température d'1 degré. Et donc, elle est 4 fois plus importante pour de l'eau que pour l'air. Et la deuxième raison aussi, c'est en termes de masse, masse-volume de l'océan par rapport à l'atmosphère. Il y a en gros 300 fois plus de masse d'eau que de masse d'air en termes de poids. Et donc, ça explique pourquoi l'océan absorbe autant d'énergie par rapport à l'atmosphère. Bon, vas-y, Nadia. Je vais essayer de... Très intéressante question, moi, je trouve. Je vous remercie. Déjà, par rapport à ce qu'on peut faire, donc dans le chapitre 5 sur la demande, il y avait un résultat que j'avais trouvé très, très, très frappant, qui est que dans un groupe social, il faut de 10 à 30% d'influenceurs pour faire basculer les opinions. Donc on peut partir de là. Et je pense que sur les étudiants, alors je pense que quand même en France, il faut bien se rendre compte que c'est la jeunesse qui est très éduquée, qui est très anxieuse. Et qu'au sein même de la jeunesse, il y a quand même des très grandes disparités. Je crois que ce qui est important, c'est de rester calme et de prendre conscience, en fait. De prendre conscience, de comprendre le problème. Et alors nous, en tant qu'école d'ingénieurs, on se sent en particulier concernés, parce que quelque part, c'est les ingénieurs qui ont pas mal créé le problème. Donc maintenant, il s'agit d'inverser la balance. Les économistes aussi. Certainement. On n'est pas les seuls, mais bon. Donc voilà. Alors maintenant, notre rôle à nous c'est pareil. Hein. Il nous faut essayer d'influencer les décideurs, de convaincre les médias que notre sujet est intéressant. Alors le premier volet, il est sorti quand Messi a été transféré de je sais pas où à je sais pas où. Le deuxième volet, il est sorti juste au moment du déclenchement du conflit avec l'Ukraine. Et le troisième volet, il est sorti au milieu de la campagne des élections présidentielles. Donc sur les élections présidentielles, moi je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il n'y ait absolument rien eu, sauf dans le deuxième tour, parce que ça a été fortement poussé sur la question du climat. C'est dramatique, mais en même temps, on a les dirigeants qu'on mérite. Donc si les gens ne sont pas intéressés et votent pour des gens qui ne sont pas intéressés, c'est très difficile d'interférer avec ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on relaie la connaissance que nous avons. Il faut bien comprendre que les scientifiques sont pas très bien vus non plus. Il y a eu des épisodes avec le Covid où on a vu un peu comment ça pouvait dégénérer. Donc il nous faut, nous, essayer de gagner en influence. Et l'Institut TTI.5 dont je parlais, il a aussi cette vocation. C'est-à-dire de dire ça suffit que les seuls influenceurs soient des think tanks ou des lobbies. Il faut aussi que la science se positionne et pas juste au moment de la sortie du rapport du GIEC. Donc notre ambition, c'est de faire remonter toutes nos compétences qui sont extrêmement pointues et extrêmement intéressantes pour les décideurs, de tous ordres, hein, que ce soit les politiques, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les collectivités territoriales, peu importe. Il faut vraiment essayer d'influencer tout le monde avec tout ce que nous, on peut apporter. Les femmes, très intéressante question. Les femmes sont les premières victimes des changements climatiques sur la planète. Je l'ai dit, c'est une injustice. Et en fait, comme elles ont des rôles tout à fait centraux dans énormément de sociétés, effectivement, c'est elles qui vont être impactées le plus fort. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de femmes. En plus, elles ont toujours un temps d'avance sur les hommes. Ensuite, les migrants. Oui, bien sûr, les migrants climatiques, il y en a aujourd'hui, il y en a dans les rues autour de nous, déjà beaucoup.
Et je doute fort que ce statut soit délivré. Enfin bon, là, c'est plus à notre niveau, hein. Moi, je serais bien sûr très favorable, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut faire remonter plus haut. Et ensuite, la question de secteur par secteur. Oui, le rapport est présenté secteur par secteur, mais vous avez compris que les conclusions, c'est qu'il y a un bouquet de solutions et qu'il faut vraiment les coordonner et justement inventer une autre façon de les coordonner que ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a démontré que malgré toutes ces actions pour le climat, il semblerait que ça n'aille pas dans le sens que nous souhaiterions. Je m'arrête là. Eh bien, j'ai la fin. Alors, bon, d'abord sur le rôle de la jeunesse et sur l'éco-anxiété. Valérie Masson est allée voir, vous avez vu, elle a participé, donc Valérie Masson, je vous l'ai dit, hein, c'est la VP du GIEC, elle a participé à un séminaire gouvernemental pour former les ministres. Elle a dit une chose que j'ai trouvée très juste. Ce n'est ni aux scientifiques, ni à la jeunesse de porter à elle seule ou à eux seuls la charge mentale de l'inaction climatique et de l'action climatique. Autrement dit, nous devons chacun être à notre rôle dans nos métiers, à notre rôle en tant que scientifique, à notre rôle en tant que citoyen. Ce qui est très clair dans ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons tous des choses à faire. Tout le monde va devoir agir. Simplement, on n'a pas tous, d'abord, les mêmes efforts à faire. Il est évident que vous avez des gens dans le monde qui sont déjà autour des 2 tonnes par personne, voire moins, pas forcément par choix d'ailleurs. Et puis, vous avez des gens qui, on sait bien, hein, je ne sais plus, c'est entre 35 et 45% des émissions, c'est 10% de la population mondiale. Et en réalité, ça n'a pas vraiment de sens, parce que quand vous regardez encore les égalités d'émissions, c'est... Voilà. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on a tous des efforts à faire, simplement, on n'a pas tous les mêmes à faire, et on n'a pas tous les mêmes moyens pour le faire. C'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose de très important qui a été repris dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, mais qui est aussi dans les stratégies nationales et européennes, c'est la question de la transition juste, la question de la justice. Et quand on parle de la justice, et ça va m'amener à la fin de ma réponse, on parle de choix, on parle de choses qui ne sont pas totalement objectives. Pourquoi ? Parce que la justice, l'équité, c'est d'introduire des inégalités dans l'égalité. Vous allez donner un peu plus à certains, un peu moins à d'autres, demander plus à certains, plus à d'autres. Et ce qui peut vous paraître parfaitement juste, ici et maintenant, pourra vous paraître complètement injuste dans 10 ans et pourra paraître complètement injuste à votre voisin. Autrement dit, on quitte le champ de la science, du fait, pour arriver vers le choix. Donc si on en revient à ce qu'on peut faire nous, il y a des tas de façons d'agir. On va agir en tant que citoyen. On va agir, par exemple, en allant faire son bilan carbone. On va agir en s'impliquant, pour certains, dans des associations, pour d'autres, dans des syndicats, pour d'autres, dans des métiers. Parce que vous êtes tous en train de faire des études, vous allez devenir, à un moment donné, des décideurs à des niveaux différents. Mais vous pouvez aussi travailler pour le climat en travaillant, par exemple, pour réduire les inégalités hommes-femmes. Quand vous allez travailler dans des métiers du social, quand vous allez travailler dans des métiers de l'éducation, quand vous allez travailler dans des métiers de la presse, quand vous allez... On peut contribuer à travailler sur cette transition parce que justement, il y a la demande, il y a l'offre, mais il y a aussi tous les systèmes d'accompagnement qui vont réduire l'exposition et la vulnérabilité. Dans les bonnes nouvelles, le 20 octobre, à Bordeaux, la ministre de la Recherche, avec Jean Jouzel et Luc Abadi, qui sont les 2 auteurs du fameux rapport Jouzel dont vous avez parlé, moi j'ai eu la chance de participer à ces 2 rapports, annoncera un certain nombre de mesures pour faire en sorte que les formations sur le climat soient portées par les établissements universitaires. Donc ça bouge à ce niveau-là. Ça bouge pas assez vite comme partout, hein. On passe notre temps à dire ça. En gros, on avance, il faudrait juste aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc on est, par exemple en France, on est les meilleurs élèves d'une classe de cancre. Vous voyez, c'est une façon de dire les choses positivement. Alors, pour répondre juste à quelques points, sur la question des points de bascule, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de déterminisme, et ça rejoint aussi la question des réfugiés et des migrants climatiques. Quand il y a une bascule sociétale, ce n'est pas uniquement dû au climat, ce n'est pas uniquement dû à la catastrophe. On peut aujourd'hui, ou on pourra très bientôt, aller habiter sur Mars. On habite déjà à Dubaï, dans le désert, on fait fleurir le désert. Simplement, les coûts
environnementaux, sociaux, économiques sont juste monstrueux. Et donc, ils ne sont pas soutenables. Donc, la question, c'est pas tant... Je ne parle pas des animaux, hein. Les animaux, c'est autre chose. Mais pour les hommes, c'est qu'à un moment, les coûts deviennent juste invraisemblables et sont de plus en plus excluants. Et donc, ce qui se passe, par exemple, sur les migrations climatiques, c'est qu'on ne migre pas comme ça. On migre parce qu'à un moment, vous êtes déjà dans des sociétés qui sont sous des pressions énormes. Et donc, effectivement, le changement climatique, c'est la petite bille qui fait que ça tombe. Et évidemment, quand vous êtes sur les petites îles qui sont montées par le niveau marin, vous avez des grands plans pour faire des îles flottantes au sens propre. Hein. On va faire des villes flottantes, des machins. Mais ça coûte une fortune. Écologiquement, ce n'est pas supportable. Socialement, ça ne l'est pas. Donc on voit bien derrière que cette question des migrants climatiques, des réfugiés climatiques, comme d'ailleurs plus largement des réfugiés environnementaux, elle est aussi liée à des facteurs sociaux. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ces risques composites. C'est-à-dire qu'on a des effets de boule de neige avec des pressions cumulatives. Quand vous avez déjà des systèmes qui sont fragilisés par des crises successives, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, parce que les systèmes politiques sont injustes, parce que le droit n'est pas là, forcément, si vous rajoutez encore une couche, ça s'effondre. Donc ça veut dire, à l'inverse, qu'il n'y a pas de... On n'est pas déterminé à ce que demain, les systèmes sociaux s'effondrent. C'est bien la différence avec les systèmes écologiques. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment la destruction de notre environnement est telle que finalement, on ne suit plus. Parce que si, je crois que de mémoire, c'est 3 degrés de réchauffement, 20% des espèces qui disparaissent. Ça va devenir compliqué. Mais il n'y a pas besoin du réchauffement. Hein. On a la bombe des microplastiques dans les océans. Enfin, on a plein d'autres choses qui sont là. Donc ça veut dire d'ailleurs que ça nous donne aussi de l'espoir. Par contre, il y a un point qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de migrants. Il faut que vous ayez 2 choses en tête. D'abord, quand on migre, ça veut dire que déjà, on fait partie, heureusement, dans le malheur, des personnes les plus riches. Les pauvres restent. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, les migrants syriens, pour les avoir, il y a eu des études dessus, les plus pauvres, ils sont restés sous les bombes. Les un peu moins pauvres, ils sont allés dans les camps de réfugiés à la frontière. Et puis ceux qui ont bougé, c'est ceux qui pouvaient bouger. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des tas de populations aujourd'hui qui sont captives. Et ça se passe aussi en France. Donc il faut bien comprendre que quand on bouge, il y a aussi déjà des enjeux derrière d'inégalité. Très important, on parle beaucoup des migrants, on ne place pas des déplacés. Aujourd'hui, et dans les prochaines années, nous allons avoir des déplacés à l'échelle du territoire national et européen. C'est-à-dire qu'on va bouger à l'intérieur des frontières, parce que là aussi, il y aura des territoires pour lesquels on aura dit c'est plus habitable. Ça ne veut pas dire qu'en soi, ce n'est pas habitable. Ça veut dire qu'étant donné les sommes qu'on va devoir investir, les niveaux de protection, les dangers, eh bien, à un moment, la société décidera de ne plus reconstruire. Et donc, là aussi, ce sont des choix qu'il y a derrière. Alors, vous parliez ensuite... justement des stratégies, des plans, etc. Il faut bien comprendre que là aussi, du point de vue des sciences politiques, on n'est pas aux mêmes échelles. Il y a ce qui se passe au niveau international, ce sont des États souverains. La règle, il n'y a pas de gouvernement mondial. On a des États souverains qui ont des intérêts, et c'est normal, vos gouvernements défendent vos intérêts. Bon. C'est très différent de ce qui se passe au niveau national, et c'est très différent de ce qui se passe au niveau régional et local. Et là, on a un vrai sujet entre la stratégie, c'est-à-dire les grandes orientations, les jalons temporels, le fléchage des moyens, et puis ensuite l'adaptation territoire par territoire. Que peut faire le président de Dauphine? Eh bien, aujourd'hui, je m'arrête là. J'aimerais juste alors finir 2 choses. Non, tu termines sur le président de Dauphine. Très bien. Quand même, non. Il y a juste 2 points. Il y a aujourd'hui notamment des plans de décarbonation de la recherche des établissements. Beaucoup d'établissements sont déjà engagés. Ça s'appelle, là aussi, calculer les empreintes, mettre en place un ensemble de choses. Et en tant qu'étudiant, vous pouvez y participer. Ecocampus à l'ENS, on a fait la décarbonation. Et derrière, c'est aussi important parce que demain, dans la compétition internationale, on ira dans les campus qui sont des campus soutenables. C'est déjà fait à Dauphine, c'est fait partout maintenant. Depuis très longtemps. Et donc, on a besoin d'aller plus loin. Le dernier point que j'aurais envie de vous dire, c'est la chose suivante. Il y a ce que disent les scientifiques. Les scientifiques n'ont pas à se substituer aux citoyens et à la démocratie. La bonne dictature, ça n'existe pas, qu'elle soit du prolétariat, qu'elle soit des experts, qu'elle soit des aristocrates, ça n'existe pas. Quand Nadia, Christian ou moi-même, on met un bulletin dans l'urne, il vaut exactement la même voix que le bulletin de la personne qui a bac-15. Et c'est sain. Parce que si les scientifiques commencent à se substituer aux décideurs politiques, on entre dans des choses assez dramatiques. Autrement dit, ce que nous avons en face,
c'est un problème politique et un problème de démocratie. Et si vous avez compris ça, ça veut dire que derrière, vous pouvez vous engager de tas de façons dans les démocraties. Et donc, nous sommes des scientifiques, nous apportons des faits. Notre rôle, c'est d'éclairer l'opinion des citoyens. Et je suis d'accord avec vous, nous avions écrit avec 1500 scientifiques, on a signé une tribune pour dire qu'on aurait aimé qu'on parle du climat. Pas pour dire ce qu'il faut faire. L'inaction doit être aussi un choix possible. On a aussi le droit, je suis désolée de le dire, de ne pas se soigner. Mais il faut savoir ce que ça implique pour soi, pour ses enfants, pour nos voisins et pour la planète. L'inaction, j'insiste là-dessus parce que sinon, il y a une confusion des genres qui, à la fin, est terrible parce qu'elle fait que les scientifiques ne sont plus crédibles, qu'on nous appelle idéologues et que plus personne n'est à sa place. Et quand je vais faire de l'expertise au Conseil pour le climat, je ne suis plus scientifique, je suis experte. Quand je travaille en tant que scientifique, je publie des articles sur mon domaine de recherche qui sont les catastrophes naturelles. Quand je suis au Haut Conseil pour le climat, je vais m'exprimer sur des sujets plus larges en prenant la méthode scientifique. Quand je vais faire du conseil, c'est encore un autre métier. Et quand je vais voter, l'opinion de Magali Regueza, c'est son opinion. Quand je rentre dans mon laboratoire, que j'aime l'OM ou PSG, que j'adore Mbappé ou pas, que je crois en Dieu ou pas, je fais tout mon possible pour la laisser à la porte de mon laboratoire parce que c'est ça l'intégrité scientifique. Et ça, je pense que vous devez en avoir vraiment conscience. Nous avons cette chance dans ce pays, on a des scientifiques, mais ne demandez pas aux scientifiques ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que sinon, on va vers des choses qui sont, et là c'est l'historienne qui vous parle, parce que j'ai fait un peu d'histoire dans le passé, qui ne sont pas extrêmement désirables non plus. Bien, merci beaucoup Magali. Bon, je crois que tu as convaincu un assez large auditoire, hein, et que c'était le bon mot de la fin, effectivement. Le GIEC n'est pas prescriptif et surtout les scientifiques ne sont pas le politique, mais toute la complexité, c'est l'interface. Et toute la complexité, c'est aussi des contradictions. Hein, parce que derrière les questions de justice, il y a des questions de contradiction. Alors je crois que le président voulait dire un dernier mot et peut-être aussi après le... Non, on va donner le dernier mot au président. Vas-y. Moi, je voudrais tous vous remercier. C'était des présentations extrêmement intéressantes et je suis absolument interpellé par votre dernière intervention. Et je dirais simplement que ce que je retiens, moi, de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il ne faut pas déserter, mais résister et se battre. Merci.